Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour cet épisode dédié à la sexualité, c'est Lorraine derrière le micro. Aujourd'hui, je suis partie à la rencontre de Marie-Rose Gallès du podcast Endométriose Mon Amour et auteure de 3 livres sur l'endométriose. Dans cet épisode, vous découvrirez son parcours, l'errance post-diagnostique qu'elle a subie et l'incompréhension du corps médical. Auteure du livre Endo et Sexo, Marie-Rose se livre sur le tabou de la sexualité lorsqu'on est une femme atteinte d'endométriose. Nous vous donnerons quelques clés afin d'aborder ce sujet avec votre partenaire et vous orienter vers une sexualité épanouie avec l'endométriose. Je vous laisse sur notre discussion et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Bonjour Marie-Rose. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode du podcast Chronique. Aujourd'hui, on va parler endométriose et plus précisément de sexualité et d'endométriose. Alors, je voudrais commencer par une petite présentation. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Alors moi, de base, je suis moi-même atteinte d'endométriose et puis à force de faire des recherches sur ma maladie, je suis devenue ce qu'on appelle un patient expert. Et par la suite, ces recherches, elles sont quand même pas forcément aisées. Faut lire beaucoup de littérature scientifique en anglais. Donc du coup, je me suis dit que j'allais partager tout ça et donc je me suis mise à écrire des livres. Aujourd'hui, j'en ai 3 et le premier, c'est Endo et Sexo, donc le premier au monde qui se pose la question de pourquoi, quand on a une endométriose, le plus souvent, on a des douleurs dans les rapports et surtout qui proposent des solutions. Parce que juste soulever des problèmes, c'est pas marrant. C'est beaucoup mieux avec les solutions. Donc, on va reprendre un peu ton parcours. Je voudrais justement savoir quand est-ce que tu as eu ton diagnostic et comment ça s'est fait, toi ? Alors moi, c'était en 2016 et alors ça s'est fait de manière un petit peu rocambolesque. J'avais des douleurs depuis des années, hein, même je fais partie de ces cas qui avaient même des douleurs avant leurs règles. Ça faisait 2 ans que moi j'avais compris que j'avais une endométriose, mais les médecins me répétaient que non, puis j'avais ni le temps ni l'argent de leur courir après. Donc je me suis dit que j'allais me débrouiller toute seule. Sauf que voilà, un jour j'ai fait une rupture de kyste ovarien, alors vraisemblablement un kyste fonctionnel, hein, pas un endométriome. Le truc c'est que en fait ça va de pair avec une décharge d'œstrogène et l'endométriose est une maladie œstrogénodépendante. Et alors là, ça a été comme jeter de l'huile sur le feu, il y a eu un gros retour de flamme et en fait, d'un coup d'un seul, ma vie s'est écroulée, quoi. Je ne pouvais quasiment plus marcher, j'ai été alitée pendant des mois, je ne mangeais plus tellement je souffrais, je ne dormais plus, enfin c'était une catastrophe, j'étais un cadavre ambulant. Donc moi qui savais déjà depuis 2 ans que j'avais une endométriose et j'avais compris que c'était ça, je vais passer 6 mois alors en me traînant, parce qu'à l'époque donc je marche quasiment plus, je boite, c'est une catastrophe. Et donc, je vais frapper à toutes les portes en disant, là, clairement, je suis en train de perdre ma vie. En fait, j'étais en train de perdre mon emploi. Enfin, c'était une catastrophe. J'étais alitée, quoi. Donc, il faut me diagnostiquer parce qu'en fait, tant que je n'ai pas de diagnostic, eh bien, je n'ai pas de prise en charge. Donc, je ne vais pas sortir de mon lit. Et justement, toi, tu dis que tu savais que justement que c'était l'endométriose, mais que tu avais pas le diagnostic de poser. Donc tu as frappé à quelques portes. Comment ça s'est passé justement ? Comment tu as trouvé le bon professionnel qui a pu te diagnostiquer l'endométriose ? Alors honnêtement, ça s'est mal passé, je vais être franche, ça s'est mal passé avec des violences médicales, parce que même en fait en prenant, les listes, moi j'avais été sur, la liste d'une grande association. Le souci en fait, c'est que malheureusement, il y a quand même beaucoup de professionnels
professionnels qui sont un peu improvisés, spécialistes de l'endométriose, parce que c'est une filière qui vous permet de remplir votre agenda sur plusieurs mois tranquillement. Et en fait, la personne n'était absolument pas compétente. Donc du coup, il a fallu quand même frapper à quelques portes, se battre pour avoir des rendez-vous, jusqu'à avoir enfin le diagnostic et la prise en charge. Ouais. Et justement, tu me disais tout à l'heure que tu lisais des études scientifiques. Ça t'a permis justement à toi d'avancer sur ton cheminement? Bah, exactement, en fait, c'est-à-dire que je suis partie, d'un constat, très simple, c'est que en fait, finalement, celle qui allait vraiment me sortir de mon lit, c'était moi. Parce qu'en plus, moi, Mmh. les médecins, ils me regardaient, ils me disaient: «Ah bah, on sait pas quoi faire de vous. Retournez vivre chez votre mère». Ah non, 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 à 26 ans, moi, je retourne pas vivre chez ma mère, c'est hors de question, je te le dis tout de suite. Donc je me suis dit, bah, qu'on n'était jamais aussi bien servi par soi-même. Donc en fait, ça commençait vraiment, naïvement. J'ai commencé à faire des recherches, mais lambda, hein, sur des trucs, Mmh. tout publics, qu'on trouvait, sur internet. Et puis, bon, bah, je suis montée en grade. Après, je suis allée lire, des livres de professionnels, et puis après, je suis arrivée à la littérature scientifique. Et effectivement, c'est quelque chose de très simple, et c'est ce que je reprends dans mes livres. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que l'on comprend le mécanisme, on comprend surtout là où ça bloque. Et quand on a compris là où ça bloque, on peut aller débloquer. Et c'est pour ça que vraiment je mets un point d'honneur à toujours expliquer les choses, à expliquer le fonctionnement, le dysfonctionnement, à Mmh. faire des schémas, parce que c'est ça qui permet de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur sa Tout à maladie. fait. Ouais, tout à fait. Et donc justement, donc à cette période-là, donc tu me disais que tu avais 26 ans. Donc on aborde un peu justement notre thématique de la sexualité. Comment à 26 ans, quand on est rempli de douleur, quand tu as justement du mal à marcher, comment on aborde justement les relations amoureuses à cette époque, là de ta vie? Honnêtement, à cette époque-là, j'y pensais pas, hein. Ouais. À cette époque-là, je veux dire, je me nourrissais, enfin, je pouvais manger, je mangeais entre, je dis manger, hein, c'est pas une erreur de ma Mmh. part, mais je mangeais entre 15 et 18 cachets par jour. Effectivement, je n'avais plus que ça dans l'estomac, quoi, entre le fait que j'avais plus Ouais. d'appétit et que ça vous coupe l'appétit. Donc j'en étais, stade où vraiment, j'étais en mode survie. Donc c'est vrai qu'on est dans une période où on ne pense pas à ça. Et puis il y a aussi, toutes les questions qu'on se pose, parce que, c'est vrai que quand on est dans cet état-là, il y a aussi la culpabilité de se dire: «Bah oui, mais si je me mets en couple, je fais peser ça sur l'autre aussi». Mmh. Alors après, d'aucuns argueront que, la personne en face est, majeure et vaccinée, et que si elle se sent apte à gérer la situation, eh bien, c'est qu'elle l'est. Mais c'est vrai que ça pose toutes ces questions, effectivement. Mmh. Et donc toi, après dans ton parcours justement, comment, l'endométriose a affecté tes relations? Beh, c'est vrai que, à part alors maintenant, j'ai su me créer mon propre programme, j'ai fait par exemple, de la rééducation périnatale, je travaille sur mes adhérences. Donc il y a des douleurs que j'ai réussi à faire disparaître, ça c'est pas Ouais. mal. Maintenant on va pas se mentir, il m'en reste, il y a notamment certaines positions que je peux pas faire. Heu, Moi clairement, je fais le choix de le dire. De Mmh. le dire parce que, moi à l'époque où j'avais pas de diagnostic, en plus moi j'ai commencé ma vie sexuelle sans douleur, c'est venu par la suite. Ouais. Et c'est vrai que, du coup un jour ça m'est arrivé, en plein acte, de me retrouver, mais position fœtale, le souffle coupé, la tête qui Mmh. tournait tellement j'avais mal. Et en fait honnêtement, c'était l'une des pires douleurs de ma vie, pour vous dire. Je me suis, juste endormie après, mais de écroulée d'épuisement, de douleur, quoi. Mmh. Mais en fait, tout ce que je vais retenir de ce jour-là, c'est pas la douleur. Ce que je vais retenir, c'est en fait, moi qui étais dans une bulle de souffrance, incapable de parler parce que je pouvais pas reprendre mon souffle, en fait, tellement j'avais mal. J'étais vraiment Ouais. et mon mec qui était en totale panique à côté. Et en fait, je trouve que c'est vachement violent, quoi. C'est vachement pour l'autre. Et Tout à puis fait. même soi-même, de se dire, j'étais là, j'essayais de le rassurer. En même temps, le rassurer comment? Parce que je comprenais pas moi-même ce qui se passait dans mon corps, d'où ça venait. Et clairement, j'ai pas envie de revivre ça. Enfin, je trouve que c'est vraiment, terrifiant pour tout le monde. Clairement, Mmh. ça refroidit l'ambiance. Donc moi, je fais le choix, voilà, de tout de suite dire, voilà, bah, j'ai, une endométriose, ça affecte ma vie sexuelle, du coup, bah, je peux pas faire ça. Ça permet, bah, voilà, déjà d'éviter, d'avoir mal. Bon, Tout à fait. Mmh. après, voilà, il y a des douleurs que j'ai plus, donc ça me redonne une certaine liberté aussi. Et ça évite aussi ce moment clairement, terrifiant, où on se retrouve, voilà, avec l'autre qui culpabilise, vous qui est plié en deux, ça sert à rien, quoi. Ouais, donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir en parler dès le début de la relation, pour que la personne, elle soit au courant. Voilà, après moi je sais qu'il y en a qui s'en sentent pas capables. Mmh mh. Je peux pas donner des Des injonctions chi comme ça, dire: mmh. «Parlez-en». Non, on fait tous comme on peut avec ce qu'on a dans la vie, c'est comme ça. Mmh. Mais c'est vrai que moi je trouve que c'est honnêtement la solution, heu, qui
finalement me donne le plus de liberté parce qu'on évite. C'est un peu le fameux attention à la marche, quoi. Ça évite de se casser la margoulette. Du coup, c'est plus sympa. Tout à fait. Et justement, c'est un sujet qui est encore, beaucoup, tabou, en France. Et justement, comment toi, tu as, décidé d'écrire ton livre, en fait, sur ce sujet-là? Bah, en fait, c'est tabou et puis, en fait, tout simplement, il y a un manque de connaissances. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'en parlais aux gynécos, bon, concrètement, ils m'ont fait comprendre, que leur truc, c'était, la sexualité reproductive. J'en ai une qui m'est sortie, ouais, un jour, le gynéco qui lui avait dit, «Non, mais si vous pouvez pas avoir de rapport, il y a pas de souci, on fera une fille». Ouais, non, c'était pas la question, en fait. C'était pas ça que je voulais savoir. En plus, j'avais un gynéco mec, pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de vaste et ça comprend la sexualité Mmh. seule. Et je me souviens avoir listé mes douleurs et notamment, il y avait ouais. Et puis alors, quand j'utilisais le sextoy, mon gynéco a failli mourir sur place. Il a arrêté de respirer, ce con. Et là, il me regarde, fait, non, je pense pas que ce soit pareil. Ah bah si, en fait, chérie, à partir du moment où j'ai un orgasme, si, c'est pareil. Enfin, non, enfin, ça dépend comment tu comptes. Moi, je compte en orgasme, donc si, ça compte. Donc voilà, donc les gynécos, j'ai compris que c'était pas la peine. Du coup, je me dis, bah, Mmh. à la limite, en même temps, oui, un gynéco, c'est un spécialiste des douleurs gynécologiques. La sexualité, le plaisir, c'est pas forcément son rayon, quoi. Mmh. Donc, je débarque chez une sexologue qui, en plus, avait une endométriose, mais qui avait pas ce symptôme-là. Et en fait, très vite, je me rends compte que les sexologues, ils vont savoir gérer les problèmes qui sont psychosociaux, Ouais. mais ils vont pas savoir vraiment gérer ce qui relève de la pathologie, de l'handicap, parce que ça aussi c'est un sujet, voilà, la sexualité des personnes handicapées, et en fait vraiment la brasse coulée, quoi. Et c'est comme ça que je me suis dit bon bah on n'est jamais aussi bien que servi que par soi-même. Alors au début honnêtement ça a commencé par je vais me constituer mon propre programme. Donc j'ai été mon cobaye. Honnêtement, 80% de ce qu'il y a sur le livre, je l'ai testé sur moi. Il y a eu une période où mon appartement ressemblait à un sex shop. Je me souviens d'une fois où j'ai débarqué à la pharmacie à côté de chez moi et en fait j'ai acheté tout leur lubrifiant, celui qui chauffe, celui qui machin. Et en fait j'ai débarqué sur le comptoir comme ça et j'ai mis tous les flacons. Et c'est vrai qu'au début, tu sais, j'étais en plein milieu dans mes recherches, donc j'étais partie à la pharmacie comme ça. Et c'est une fois que j'ai vu la tête de la pharmacienne, j'ai commencé à me justifier. Oui, non, mais parce qu'en fait, voilà, j'écris un livre. Faut pas se justifier. Mais oui, en rentrant chez moi, je me suis dit, en même temps, pourquoi je me justifie? Bah, je veux dire, j'ai pas acheté une arme à feu pour tuer quelqu'un, quoi, tu vois. C'est ça. Mais voilà, du coup, ça commençait en fait des crash tests sur moi, et puis ça commençait. J'avais fait un petit article sur mon blog, mais c'est vrai que sur les blogs, on peut pas faire grand-chose. J'avais eu Mmh. énormément de retours. On s'est mis à en parler entre nous. J'ai eu des retours des autres. Voilà. Et du coup, tout ça mis bout à bout. Eh bien, ça a donné ce premier livre au monde qui se penche sur la question de pourquoi ça fait mal, pourquoi effectivement on va avoir mal au niveau au fond du vagin pendant la pénétration, pourquoi on va avoir des douleurs après l'orgasme, et ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place au quotidien, seul ou avec des professionnels, pour atténuer, voire faire disparaître certaines douleurs. Ah, c'est super. Et du coup, ça, en fait, on peut, ce livre, on peut l'avoir au fur et à mesure, justement de notre vie. C'est-à-dire au départ, quand on peut avoir, beaucoup de douleurs parce qu'on n'a pas encore eu enfin, on n'a pas encore eu le diagnostic. Ensuite, on a une prise en charge, peut-être qu'on a moins de douleurs, donc ça, c'est à suivre tout au long de la vie. Oui, honnêtement, j'ai pas de solution miracle, hein. Moi, j'ai pas de Mmh. baguette magique et moi, je vois, les exercices, je les fais toujours. Ce livre, je l'ai sorti en Ouais. 2019, j'ai commencé mes expérimentations donc en 2018. Mon périnée, je l'entretiens toujours. Je me masse toujours le ventre pour être sûre que les adhérences ne reprennent pas du terrain. Je fais toujours des étirements pour que tout ça soit bien souple. Ce sont Mmh. des exercices que je fais au moins une fois par semaine, parce que si tu veux, en fait, à la moindre douleur, ton périnée il va redevenir contracté. Donc déjà, une fois tous les 3 mois, j'ai mes règles, donc c'est reparti pour un travail sur le périnée. Tout ça, effectivement, il n'y a pas de solution miracle. Maintenant, après, c'est vrai que le gros du travail, il va se faire sur les premières semaines. Puis en fait, après, déjà, la situation va être améliorée. Il y aura plus qu'à l'entretenir, en fait. Une D'accord, fois qu'on aura ça marche. construit, un terrain plus joyeux. Ouais. Et justement, ces exercices-là, on peut les retrouver dans le livre? Exactement. Moi, en Super. fait, ce qui s'est passé, c'est que la conférence sur la sexualité plaisait beaucoup. Mais bon, déjà en une demi-heure, on fait pas le tour de la question. C'est vrai qu'un livre, ça permet vraiment de creuser. Puis surtout, moi, j'avais toujours ça: «Tu super mignonne, hein, mais tes conférences, elles sont à Paris. Moi, je suis au fin fond de la Haute-Savoie». Déjà que j'ai pas un généraliste. Et c'est vrai que le livre, c'est génial parce que on peut se faire livrer n'importe où. Et du coup, j'ai voulu quelque chose qui rend autonome. C'est-à-dire que
même si on n'a pas de kiné ou d'ostéo ou de prof de yoga, on a des exercices où c'est bien montré comment on fait. On a des Mmh. schémas aussi qui expliquent ce qui se passe dans son corps, parce que je trouve que c'est important déjà. Quand on comprend, on est moins inquiet. Parce que déjà, quand on a une douleur qu'on ne sait pas expliquer, ça fait peur. Déjà, au moins là, Ouais. quand on Mmh. comprend, on enlève ça. C'est toujours une charge en moins. C'est sûr. Et justement tout à l'heure, donc tu parlais de sextoys justement, de lubrifiants. Est-ce que c'est des choses qu'il faut tester justement pour voir ce qui fonctionne pas et après de pouvoir, ajuster en fait au quotidien? Exactement, on est tous différents. Déjà, on est tous différents. Le plaisir, notamment tout ce qui est Mmh. zone érogène secondaire. Alors autant zone érogène primaire, si généralement quand même ça fonctionne à peu près de la même façon, même si on a tous nos goûts, nos préférences. Mais voilà, déjà les zones érogènes secondaires, c'est différent chez tous. Et puis l'endométriose, elle est pas localisée aux mêmes endroits, elle a pas fait les mêmes dégâts, donc on n'a pas forcément les mêmes douleurs. Et c'est vrai qu'il faut pas hésiter à se rappeler que la sexualité, c'est pas uniquement un pénis dans un vagin, c'est quand même vachement plus vaste. Et effectivement, les sextoys, par exemple, si la pénétration n'est plus possible, il y a tout ce qui est stimulateur clitoridien, il y en a toute une gamme. Les lubrifiants, ça peut être, par exemple, il y a des lubrifiants qui font un effet chaud, un effet froid. Il y en a chez qui ça va atténuer les douleurs. Voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut expérimenter et voir effectivement si ça améliore le quotidien. Ouais, super. En tout cas, c'est des astuces qu'on va tous noter, je pense, à tester comme toi, on mettra à tester et à approuver, et sur, justement tout à l'heure tu parlais de il y a pas forcément que la pénétration, mais pour justement les personnes pour qui c'est une envie, faut se dire aussi qu'il y a différentes positions qui sont à tester et certaines sont Voilà, pas forcément adéquates. tout à fait. Alors la pénétration, elles peuvent être douloureuses pour, diverses choses. Ça peut être parce que le périnée, sous l'effet de la douleur, est devenu hyper tendu. Dans ce cas, effectivement, je vous explique tout un travail qu'on peut faire sur le périnée, soit chez soi, soit avec un professionnel, ça dépend de la gravité de la situation, si je puis dire. Ça peut venir aussi d'une lésion mal placée. Et donc là, en fait, quand c'est une lésion mal placée, et ben, on va effectivement, hop, 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 esquiver. On va choisir une position qui va aller pas piquer, qui va pas aller piquer, la petite, lésion, parce qu'en fait, c'est tout simplement, finalement, comme si on avait un bleu. Forcément, si vous avez appuyé dessus, ça fait mal. Donc, on évite cette zone-là. Mais on peut voir le verre à moitié plein et se dire, bah cool, du coup, c'est l'occasion de tester de nouveaux trucs. Alors après, ça marche ou ça Exactement. marche pas. Mais comme ça fait une soirée qui change de l'ordinaire. C'est ça, exactement. Et toi, justement, ton livre, est-ce que tu as pu, le diffuser à des professionnels de santé? Parce qu'au départ, justement, toi, quand tu t'es fait diagnostiquer, tu as pas forcément eu les bonnes réponses de la part des professionnels de santé. Est-ce que, justement, c'était un besoin aussi de leur part? Alors ouais, c'est assez flippant parce que moi, je l'ai vraiment fait comme quelque chose de tout public. D'ailleurs, souvent les meufs me disent, j'ai fini par le passer à mon mec qui est mort de rire à côté de moi en le lisant. Du coup, c'est bien, c'est que ça marche. Mais c'est vrai que je m'attendais pas du tout et en fait, la plupart des gens qui me disent: «Oh, j'ai acheté ton livre et tout», et ben, ce sont des sexologues, des sages-femmes, des gynécos. C'est assez flippant et en fait, ils se forment avec. Alors, d'un côté, c'est flatteur parce que je me dis: «Bah, Mmh. c'est bien, j'ai bien bossé». De l'autre, c'est quand même flippant parce que, ça en dit long quand même sur, le trou noir, qu'il y avait, niveau formation, quoi. C'était le néant C'est ça. absolu. Mmh. Et sur la partie justement d'apprivoiser son corps parce que est-ce que tu vois les douleurs, elles peuvent être liées aussi parce que, on a des douleurs, on est atteint d'endométriose et du coup on n'a pas forcément une bonne relation avec son corps, donc on l'apprivoise mal et on sait pas trop, ce dont on a envie. Oui, c'est ça, c'est quand même la relation à son corps quand on a une Mmh. endométriose, elle est compliquée. Elle est compliquée essentiellement pour 2 raisons. Déjà, ce corps qui fait souffrir sans cesse, on va avoir un petit peu, tendance à s'en couper pour, voilà, pour un mécanisme de sécurité, en fait. C'est-à-dire que si on écoute là, par exemple, je suis détendue et tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'écoute pas les douleurs, neuropathiques, qui sont en train de me lancer dans le bas du ventre, parce que sinon je deviendrais chèvre. Mais du coup, je me coupe de ce corps aussi. Et comment Mmh. faire des folies de son corps quand on est coupé de celui-ci? Ça devient compliqué quand même. Donc voilà, se raccrocher à ce corps, rappeler qu'il peut apporter du plaisir et pas uniquement de la souffrance, ça, c'est pas simple. Et il y a un deuxième volet aussi qui fait qu'on a un rapport compliqué à ce corps, c'est aussi que quand vous êtes atteinte d'endométriose, vous passez quand même la moitié de l'année à poil devant une équipe de médecins, les pieds dans les étriers. Et vous avez quand même un petit peu le sentiment que le corps médical, enfin moi c'était l'impression que j'avais quoi. Mon sexe ne m'appartenait plus.
Avant, mon, Mmh. mon sexe était un temple sacré et soudainement, il m'a été arraché, pas franchement avec mon consentement, par les Ouais. professionnels de santé qui l'ont plus ou moins maltraité aussi. Et du coup, c'est quand même difficile de revoir. Enfin, moi, c'est peut-être aussi pour ça. Enfin, c'est même certainement pour ça. J'avais quand même Mmh. une relation très positive avec mon corps. J'avais une relation à mon corps, mon sexe très positive, très joyeuse. Et c'est vrai que le parcours médical a brisé tout ça. Et je pense que ouais, ce livre, c'est aussi le besoin de retrouver ce que j'avais avant. Donc, il y a tout ce travail à faire. Clairement, oui, bien sûr que je vous donne des exercices physiques et bien sûr aussi que je laisse tout un temps, tout un travail pour son mental, parce C'est c'est ça, ses émotions, c'est super important. C'est complet la sexualité, hein, c'est physique, c'est tout à mental, c'est fait. beaucoup de choses. C'est chimique aussi, c'est chimique. Exactement et justement, toi, les retours que tu as des patientes, enfin des patientes, des femmes atteintes d'endométriose, suite à la publication de ton livre, c'est que du positif? Ouais, franchement, il y a, c'est beaucoup de positifs déjà sur les douleurs et beaucoup de positifs en mode ouais, j'ai trop rigolé en le lisant. Alors après, encore une fois, moi, je ne fais pas de fausses promesses, hein, j'ai pas de baguette magique, je ne fais pas Mmh. disparaître l'endométriose. La grande surprise, par contre, c'est que, en fait, au début, effectivement, je voulais vraiment le faire pour les conjoints-conjointes. Et Mmh. en fait, j'avais quand même aussi besoin de dire les choses cash telles qu'on les vit. Et l'endométriose, c'est pas glamour quand même, hein. C'est des problèmes digestifs, parfois des vomissements, c'est du sang menstruel. Enfin, c'est pas glam, quoi. Ouais. C'est des cicatrices d'opération. Et j'avais besoin de dire ces choses honnêtement, en toute franchise, pour qu'on puisse aller au fond du truc. Et du coup, j'avais peur que ça fasse peur aux mecs. Les meufs, les compagnes, j'avais pas trop peur, honnêtement. Mais les mecs, j'avais peur. Franchement, je me suis dit, ils Mmh. vont lire ça, ils vont paniquer. Et pas du tout, pas du tout. Honnêtement, j'ai plein de meufs hétéros qui me disent, mon mec est mort de rire en le lisant, donc je suis contente. Et effectivement, je l'ai fait en écriture incluant les couples lesbiens. Ouais, tout Parce à fait. que, moi j'en avais marre de retrouver sur ma messagerie des mails me disant mon gynéco vient encore de me dire que c'est pas possible que j'ai des douleurs pendant les rapports parce qu'il n'y a pas de pénis dans ma vie. Et j'étais là, non, mais non, mais non, mais non. Déjà, ils C'est comprennent pas pas la possible. sexualité. Ensuite, ils comprennent pas l'endométriose. Non, ça va pas. Donc, je l'ai vraiment fait. Voilà. Et il y a aussi un chapitre qui est assez fascinant où je donne la parole à une femme qui est en couple lesbien et Mmh. avec une autre endométriosique. Et les questions que ça pose, OK. parce que ça a ses avantages et ça a aussi ses inconvénients. Et en fait, ce chapitre, ouais, il est super important parce qu'il il permet de voir toute la complexité voilà, d'une double endométriose, si je puis dire. C'est ça. Et je trouvais que c'était important de donner la parole. Ah bah, c'est super, on va inciter les personnes à lire ton livre et également tu en as écrit 2 autres, dont un qui s'appelle «Endométriose, ose poser tes questions», Ouais. si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que ça peut être hyper intéressant aussi pour, toutes les personnes qui nous écoutent. Alors celui-ci, ouais, c'est le petit dernier. En gros, c'est l'endométriose en 20 questions, les questions qui revenaient le plus souvent. C'est un peu le starter pack. Mais surtout, je l'ai plus axé sur les 15-25 parce que je me suis rendu compte que c'est super. D'accord. On Mmh. diagnostique plus tôt. Mais en fait, on laisse toujours les malades dans la nature. Et déjà que c'est violent de se retrouver dans la nature à 26 ans, à 16 ans, c'est pas cool. Et du coup, je vais aborder des questions aussi du genre bah, comment se passe la première consultation gynéco en y allant franchement parce que je l'ai fait en collaboration avec des ados, hein, parce que moi à mon âge j'ai oublié ce que c'était. Super. Donc je suis allée leur demander directement quels étaient leurs besoins pour y répondre au mieux. Et c'était ce qui revenait tout le temps de on veut la vérité, on en a marre Ouais. qu'on nous infantilise, qu'on nous dise que la moitié des choses. Donc voilà, je montre un spéculum, c'est ça. Et puis bah, quand voilà comment on va s'en servir le médecin, ça donnera ça. J'explique les droits des patients. Voilà, j'explique des choses comme ça pour vraiment outiller au mieux C'est ça. les nouvelles arrivées à Ondoland. Super, bah, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seront intéressées de pouvoir le lire et d'avoir des réponses à leurs questions, donc on pourra mettre un petit lien vers tes livres. Donc l'avant-dernière question, pour cet épisode, c'était: «As-tu des conseils pour une sexualité épanouie?» Je crois qu'honnêtement, le vrai conseil, c'est de pas trop réfléchir. Le conseil, ouais, Laisser aller. ouais, c'est ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire dans une société. On est toujours en train de tout contrôler. On est là avec notre bugeot, on coche bien qu'on a fait notre sport, qu'on a bu nos 8 verres d'eau, que machin. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vrai que voilà, s'écouter et arrêter de se donner des injonctions, de trop réfléchir, juste être dans l'instant présent.
Mais c'est pas facile dans notre société où on court après le temps. C'est vrai, c'est vrai. Et pour toi, qu'est-ce qu'un happy patient? Un happy patient, je crois que c'est comprendre que, si on fait une cohabitation en bonne intelligence, ça permet d'avoir un meilleur quotidien. Bien sûr que si on pouvait, dégager la maladie à grand renfort de coups de pied au cul, on le ferait à la première occasion. Mais, puisqu'on est coincé avec elle, autant cohabiter en bonne intelligence. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on retrouve la joie, des petits plaisirs du quotidien. Super, parfait. Bah, je te remercie Marie-Rose pour cet épisode. Je suis sûre qu'on va pouvoir justement, aider, pas mal de femmes qui ont des douleurs pendant leur sexualité. Donc, merci à toi pour cet épisode. Merci pour cette invitation. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.